Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maya. Maya était une femme extraordinaire, brillante, empathique, profondément spirituelle. Elle avait ce don rare de voir l'âme des gens, de comprendre leurs blessures avant même qu'ils ne les expriment. Quand elle est tombée amoureuse, elle a fait ce que tant de femmes conscientes font. Elle a tout donné. Elle a partagé ses rêves les plus fragiles, ses peurs les plus profondes, ses visions spirituelles les plus sacrées. Elle pensait que l'amour véritable exigeait cette transparence totale. Elle croyait que pour être aimée authentiquement, elle devait se montrer entièrement, sans filtre, sans protection, sans mystère. Au début, son partenaire semblait fasciné. Il écoutait ses histoires d'enfance douloureuses, ses aspirations entrepreneuriales, ses expériences mystiques. Il la tenait dans ses bras quand elle pleurait en partageant ses traumatismes. Il promettait de protéger son cœur. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Chaque rêve qu'elle partageait semblait perdre son énergie. Chaque vulnérabilité qu'elle révélait devenait plus tard une arme subtile. Quand elle parlait de lancer son entreprise, il posait des questions réalistes qui sapaient la confiance. Quand elle exprimait une émotion difficile, il la qualifiait de trop sensible ou trop intense. Peu à peu, Maya s'est sentie devenir plus petite, plus silencieuse, plus invisible. Elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle. Ce n'était rien chez elle. Maya avait simplement violé une loi psychologique profonde que Carl Jung a passé sa vie à étudier. Une loi que la société moderne nous pousse à ignorer. Une loi qui, lorsqu'elle est comprise, transforme complètement la dynamique du pouvoir féminin dans les relations. Jung a découvert quelque chose de profondément contre-intuitif. La psyché humaine nécessite des frontières, non pas comme des murs, mais comme des conteneurs sacrés. Et pour les femmes, en particulier, il existe 3 choses qui doivent absolument rester cachées, non pas par peur, mais par sagesse psychologique et souveraineté spirituelle. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être invisible dans une relation où vous avez tout donné, écoutez attentivement. Ceci n'est pas une question de vous être trop quoi que ce soit. C'est une question d'avoir été trop disponible pour quelqu'un qui ne pouvait pas contenir votre profondeur. Et je vais vous montrer exactement comment Jung nous guide vers quelque chose de bien plus puissant que la transparence totale, la souveraineté consciente. Avant d'aller plus loin, je veux valider quelque chose que vous ressentez peut-être en ce moment même. Peut-être qu'on vous a qualifié de fermée, de secrète ou de distante après avoir été brûlée dans le passé. Peut-être qu'on vous a fait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, parce que vous ne vouliez plus tout partager immédiatement. Peut-être que vous avez développé une méfiance instinctive, et qu'on vous a fait honte pour cela. Je veux que vous sachiez quelque chose de fondamental. Votre instinct de protection n'est pas un défaut. C'est votre sagesse psychologique qui émerge. La société nous a conditionnés à croire que l'ouverture et la vulnérabilité étaient les plus hautes vertus dans les relations. On nous a dit que pour créer de l'intimité, nous devions tout révéler, tout partager, être complètement transparente. Les livres de développement personnel, les thérapeutes bien intentionnés, les gourous des réseaux sociaux nous répètent « Soyez vulnérables, montrez votre vraie nature, n'ayez pas peur d'être vus. » Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais ce que personne ne vous dit,
c'est que la vulnérabilité sans discernement n'est pas de l'authenticité. C'est de l'abandon de soi. Jung comprenait quelque chose que notre culture moderne a oublié. La psyché humaine fonctionne par polarité. Lumière et ombre. Conscient et inconscient. Révélé et caché. Quand nous supprimons complètement le pôle du caché, du mystérieux, du protégé, nous ne créons pas plus d'intimité. Nous créons un déséquilibre psychologique qui détruit à la fois notre pouvoir personnel et la dynamique saine de la relation. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui ont été conditionnées à être des gardiennes émotionnelles, des confidentes, des guérisseuses pour les autres, au détriment d'elles-mêmes. Permettez-moi de vous montrer la différence entre deux femmes. La première, appelons-la Sophie, partage tout immédiatement. Dès les premières semaines de sa relation, elle raconte son enfance traumatique, ses insécurités profondes, ses échecs passés, ses peurs les plus sombres. Elle pense créer de l'intimité. Elle pense montrer sa vraie nature. Mais ce qui se passe réellement au niveau psychologique, c'est qu'elle active toutes les projections inconscientes de son partenaire. Il commence à la voir à travers le filtre de ses propres blessures non guéries. Il projette sur elle soit l'anima idéalisé, soit l'ombre rejetée. Dans les deux cas, il ne la voit plus telle qu'elle est réellement. Il voit son propre contenu psychologique projeté sur elle. Maintenant, regardons la deuxième femme. Appelons-la Claire. Claire ressent profondément. Elle a une vie intérieure riche, complexe, magnifique. Mais elle pratique ce que Jung appellerait le containment psychologique. Elle partage progressivement. Elle observe comment ces révélations sont reçues avant d'aller plus profondément. Elle garde certaines parties d'elle-même privées, non pas par peur, mais par respect de soi. Elle comprend instinctivement que tout le monde n'a pas gagné l'accès à ses couches les plus profondes. Et quelque chose de fascinant se produit. Elle maintient son pouvoir personnel. Elle reste entière. Elle attire un niveau différent de respect et d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas dissous ses frontières psychologiques dans la fusion prématurée. Vous n'êtes pas brisé parce que vous voulez cacher certaines choses. Vous êtes en train de devenir consciente. Et une femme consciente comprend que les frontières ne sont pas des murs qui séparent. Ce sont des membranes sacrées qui permettent un véritable échange tout en préservant l'intégrité du soi. Jung l'a dit magnifiquement. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Et ce que vous choisissez de devenir commence par ce que vous choisissez de protéger. Maintenant, plongeons dans la première des trois choses qu'une femme doit toujours garder cachées. Et je vous préviens, cela va défier tout ce qu'on vous a appris sur l'authenticité et l'ouverture. La première chose qu'une femme ne doit jamais révéler trop rapidement, c'est sa profondeur et son obscurité complète. Votre complexité totale, vos couches psychologiques et spirituelles les plus profondes. Les recoins sombres de votre psyché, où vivent vos peurs primordiales, vos désirs refoulés, vos parts d'ombre que vous-même avez du mal à regarder. Jung a consacré sa vie à l'étude de ce qu'il appelait l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous refoulons dans l'inconscient, parce qu'ils ne correspondent pas à notre image consciente de qui nous pensons être ou devrions être. Mais voici ce que Jung savait et que peu de gens comprennent vraiment. Quand vous révélez votre ombre trop rapidement à quelqu'un, surtout à quelqu'un qui n'a pas fait son propre travail d'intégration de l'ombre, vous ne créez pas de l'intimité.
Vous créez une cible. Vous donnez à l'autre personne une carte détaillée de vos vulnérabilités, de vos déclencheurs, de vos points de rupture psychologique. Et si cette personne est inconsciente, elle utilisera cette carte, consciemment ou non, pour vous manipuler, vous contrôler ou vous diminuer. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elisa. Elisa était une guérisseuse intuitive, une femme profondément connectée à son monde intérieur. Quand elle a rencontré son partenaire, elle était tellement soulagée de trouver quelqu'un qui semblait spirituel qu'elle a déversé toute sa psyché devant lui dans les premiers mois. Elle lui a parlé de son enfance dans une famille dysfonctionnelle, où elle était le bouc émissaire. Elle lui a révélé ses dons psychiques et comment cela l'avait fait se sentir folle pendant des années. Elle lui a montré ses carnets intimes, remplis de ses peurs les plus sombres. La peur de ne jamais être vraiment aimée, la peur d'être trop bizarre pour appartenir quelque part, la peur que sa sensibilité soit une malédiction. Au début, son partenaire jouait le rôle du sauveur. Il l'écoutait pendant des heures. Il promettait de la protéger. Il disait toutes les bonnes choses. Mais après quelques mois, quelque chose a changé. Chaque fois qu'Elisa affirmait une limite ou exprimait un besoin, il utilisait ses propres révélations contre elle. Tu réagis de manière excessive à cause de ton enfance. Tu es trop sensible, comme tu me l'as dit. Peut-être que ton intuition te trompe cette fois. Tu sais combien tu peux être instable. Il utilisait sa propre carte psychologique pour la maintenir petite, confuse, doutant d'elle-même. Ce n'était pas jusqu'à ce qu'Elisa découvre Jung qu'elle a compris ce qui s'était passé. Elle n'avait pas révélé sa profondeur à un homme capable de la contenir. Elle avait révélé sa profondeur à un homme qui avait besoin de se sentir supérieur en gardant quelqu'un d'autre petit. Jung appelle cela la projection de l'ombre. L'homme inconscient projette ses propres parts sombres, non intégrées sur la femme, puis la punit pour ce qu'il voit. Si Elisa avait compris ce principe jungien plus tôt, elle aurait révélé sa profondeur progressivement, en testant constamment. Comment cette personne gère-t-elle ce que je partage? Est-ce utilisé pour me soutenir ou pour me contrôler? Est-ce qu'il fait aussi son propre travail intérieur? Ou attend-il de moi que je sois son thérapeute gratuit? Voici la vérité psychologique que Jung voulait que nous comprenions. Montrer votre profondeur trop rapidement à l'homme inconscient ne crée pas de connexion. Cela active son besoin inconscient de dominer ce qu'il ne peut pas comprendre. L'homme qui n'a pas fait son propre travail d'ombre sera fasciné par votre profondeur au début, mais finalement menacé par elle. Il cherchera inconsciemment à l'éteindre, à la normaliser, à vous convaincre que ce que vous voyez et ressentez n'est pas réel. Pourquoi? Parce que votre profondeur lui rappelle sa propre profondeur non explorée. Et cela crée une anxiété psychologique insupportable chez l'homme qui fuit son propre inconscient. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez devenir une femme fermée et froide. Cela signifie que vous devez devenir une femme discernante. Jung parlait de l'importance de la fonction sentimentale, la capacité de discerner ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Quand il s'agit de votre profondeur psychologique et spirituelle, tout le monde n'a pas gagné l'accès. Tout le monde ne peut pas gérer la complexité de qui vous êtes vraiment. Tout le monde n'a pas la capacité psychologique de tenir l'espace pour votre ombre, sans essayer de la corriger, de la guérir
ou de l'utiliser contre vous. La femme sage révèle sa profondeur par couches, comme on épluche un oignon. Elle partage d'abord les couches extérieures, ses intérêts, ses valeurs, ses joies présentes. Elle observe attentivement comment ces révélations sont reçues. Est-ce qu'il écoute vraiment, ou attend-il simplement son tour pour parler? Est-ce qu'il pose des questions approfondies, ou change-t-il rapidement de sujet? Est-ce qu'il se souvient de ce qu'elle a partagé, ou faut-il qu'elle se répète constamment? Ces signaux révèlent sa capacité à contenir quelque chose de plus profond. Si ces premières couches sont bien reçues, elle peut progressivement aller plus profondément. Peut-être qu'après quelques mois, elle partage certains défis passés, certaines leçons difficiles apprises. Elle continue d'observer. Est-ce utilisé pour la comprendre mieux ou pour la juger? Est-ce qu'il partage également sa propre vulnérabilité ou s'attend-il à ce qu'elle soit la seule à s'ouvrir? Est-ce qu'il respecte ce qu'elle partage ou le raconte-t-il à d'autres comme un ragot? Chaque interaction est un test de caractère psychologique. Ce n'est qu'après une période significative de confiance démontrée qu'elle pourrait choisir de révéler ses couches les plus profondes, son travail sur l'ombre, ses croyances spirituelles les plus sacrées, ses blessures les plus profondes. Et même alors, elle garde toujours une partie d'elle-même pour elle-même. Pourquoi? Parce que Jung comprenait quelque chose de fondamental sur la psyché. Nous avons tous besoin d'un espace intérieur qui n'appartient qu'à nous. Un téménos, comme il l'appelait, un espace sacré protégé, où la transformation psychologique peut se produire sans interférence extérieure. Quand vous montrez toute votre profondeur trop rapidement, vous n'avez plus de téménos. Vous n'avez plus d'espace sacré pour votre propre processus psychologique. Vous êtes constamment exposé au regard, au jugement, aux projections de l'autre. Et cela empêche le processus d'individuation que Jung considérait comme l'œuvre de toute une vie. Devenir qui vous êtes vraiment censé être, indépendamment des attentes et des projections des autres. Écoutez attentivement, parce que c'est crucial. Garder votre profondeur complète cachée n'est pas de la malhonnêteté. C'est de l'intégrité psychologique. Vous ne mentez pas. Vous protégez simplement le sanctuaire de votre soi, jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il peut entrer avec respect et révérence. Et certaines parties de votre profondeur, les parties les plus sacrées, ne seront peut-être jamais complètement révélées à qui que ce soit d'autre que vous-même et votre propre processus de transformation. C'est non seulement acceptable, c'est essentiel. Jung a dit « Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer les obscurités des autres. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Révélez votre obscurité à tout le monde ». Il a dit « Connaître ». La connaissance de soi est intérieure, c'est personnel, c'est sacré, et c'est votre pouvoir le plus profond. La femme qui connaît sa propre profondeur, mais ne la donne pas gratuitement, est magnétique. Elle est mystérieuse, elle est intouchable dans le sens le plus sacré. Elle ne peut pas être manipulée parce qu'elle n'a pas donné la carte de sa psyché à quelqu'un qui n'a pas mérité ce trésor. Cela nous amène à la deuxième chose qu'une femme doit absolument garder cachée. Vos rêves et ambitions les plus élevées, surtout quand ils sont encore fragiles et en formation. Ceci est peut-être le secret le plus contre-intuitif, et c'est celui qui m'a le plus surprise quand j'ai commencé à étudier Jung en profondeur. Nous vivons dans une culture qui nous encourage
à partager nos rêves, à annoncer nos objectifs, à être responsables en disant publiquement ce que nous voulons accomplir. Mais Jung comprenait quelque chose de profond sur la psyché humaine et l'inconscient collectif. Les rêves naissants ont besoin de protection, pas de publicité. Laissez-moi expliquer la psychologie derrière cela. Jung parlait de ce qu'il appelait le processus d'individuation, le chemin pour devenir votre soi, le plus authentique et entier. Ce processus implique souvent de se différencier de la famille, de la société, et même de votre partenaire. Cela signifie suivre votre propre chemin unique, même quand il ne correspond pas aux attentes des autres. Mais voici le défi. L'inconscient collectif, ce réservoir de symboles et d'archétypes partagés que nous habitons tous, résiste activement à l'individuation. Pourquoi ? Parce que le collectif veut la conformité. Il veut que vous restiez prévisible, contrôlable, compréhensible, selon ses propres termes. Quand vous annoncez un rêve qui représente votre véritable individuation, votre véritable émergence en tant que soi unique, vous exposez ce rêve fragile à l'énergie inconsciente du collectif qui résistera à sa manifestation. Cela semble mystique, mais Jung l'a observé encore et encore dans sa pratique clinique et sa propre vie. Les gens qui annonçaient leurs rêves les plus transformateurs les voyaient mystérieusement s'effondrer, non pas à cause d'un manque de capacité ou d'effort, mais à cause de ce que Jung appellerait une fuite d'énergie psychique. Permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à Nadia. Nadia était comptable dans une grande entreprise, mais son véritable appel était de devenir thérapeute jungienne. Elle a ressenti ce appel pendant des années, mais elle avait peur. Finalement, elle a rassemblé le courage de commencer sa formation. Elle était tellement excitée qu'elle l'a dit à tout le monde, sa famille, ses amis, son partenaire, ses collègues. Elle pensait que partager son rêve le rendrait plus réel et créerait de la responsabilité. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Sa mère a commencé à poser des questions, préoccupée. « Mais est-ce que tu peux vraiment gagner ta vie avec ça ? Tu as un si bon travail maintenant. Pourquoi risquer ça ?» Son partenaire, bien qu'il soit extérieurement encourageant, a commencé à faire des commentaires subtils sur le temps qu'elle passait à étudier au lieu de passer du temps avec lui. Ses collègues faisaient des blagues sur elle, abandonnant le monde réel pour le monde wou-wou. Même ses amis, avec les meilleures intentions, partageaient constamment des articles sur combien il était difficile de construire une pratique de thérapie. Chaque conversation drainait son énergie. Chaque préoccupation semait le doute. Chaque question réaliste érodait sa confiance. Nadia ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle lise Jung sur le vampirisme psychique et l'envie inconsciente. Les gens autour d'elle n'étaient pas nécessairement malveillants, mais inconsciemment, son changement les menaçait. Si elle pouvait changer si radicalement, cela signifiait qu'eux aussi pourraient devoir examiner leur propre vie non vécue, et c'est terrifiant pour la plupart des gens. Donc inconsciemment, ils ont essayé de la ramener à ce qui était familier et sûr, pas pour elle, mais pour eux. Jung appelait cela la participation mystique, l'enchevêtrement psychologique inconscient, où nous ne pouvons pas supporter que les autres changent, parce que cela perturbe notre propre homéostasie psychologique. Maintenant, contrastez cela avec l'histoire d'Isabelle. Isabelle voulait quitter son emploi d'entreprise
pour démarrer une entreprise de coaching spirituel. Mais cette fois, elle avait lu Jung. Elle avait appris de l'erreur de Nadia. Alors Isabelle a gardé son rêve absolument privé. Elle n'en a parlé à personne. Ni sa famille, ni ses amis, ni même son partenaire au début. Elle a travaillé en silence. Elle a suivi des formations le week-end sans annoncer pourquoi. Elle a économisé de l'argent discrètement. Elle a construit son site web tard le soir. Elle a créé son offre dans un secret complet. Ce qui s'est passé était remarquable. Sans les voix extérieures de doute, de peur et de réalisme, Isabelle avait un espace psychologique clair pour écouter sa propre sagesse intérieure. Sans les projections des autres, elle pouvait vraiment discerner si ce chemin était juste pour elle. Sans drainer constamment son énergie pour expliquer, justifier ou défendre son rêve, elle avait toute son énergie disponible pour réellement construire ce rêve. Et puis, un jour, après 6 mois de travail silencieux, elle a lancé sa première offre. Elle avait déjà 3 clients qui attendaient. L'entreprise qu'elle avait construite en secret était déjà fonctionnelle. Ce n'est qu'alors qu'elle l'a annoncé. Et remarquez la différence. Elle n'annonçait pas un rêve fragile et espéré. Elle annonçait une réalité accomplie. Les gens ne pouvaient plus projeter leurs doutes parce que c'était déjà réel. Ils ne pouvaient plus dire « mais est-ce possible ?» parce qu'elle l'avait déjà fait. Jung appelait cela créer un fait accompli psychologique. Vous ne donnez pas aux forces inconscientes une chance de saboter votre émergence, parce que vous émergez en secret jusqu'à ce que vous soyez assez forte pour résister à leur résistance. Voici ce que je veux que vous compreniez profondément. Vos rêves, surtout ceux qui représentent votre véritable individuation, sont comme des graines. Une graine a besoin d'obscurité pour germer. Elle a besoin d'être enterrée, protégée, à l'abri du soleil brutal de l'opinion publique. Si vous déterrez constamment la graine pour vérifier ses progrès ou pour la montrer aux autres, elle ne poussera jamais. Vos rêves ont besoin de la même protection. Ils ont besoin du sol sombre et fertile, de votre propre psyché privée pour prendre racine avant d'être assez fort pour affronter le monde extérieur. Cela est particulièrement vrai dans les relations intimes. Vous pourriez penser que votre partenaire devrait être la première personne à qui vous parlez de vos rêves. Mais Jung nous mettrait en garde. Même les partenaires bien intentionnés ont leurs propres complexes inconscients, leurs propres peurs, leurs propres besoins de stabilité et de prévisibilité. Quand vous annoncez un rêve qui pourrait changer radicalement votre vie et donc votre relation, vous activez les peurs inconscientes de votre partenaire. Même s'il vous soutient consciemment, son inconscient pourrait saboter subtilement. Pas par malveillance, mais par peur du changement, par peur de vous perdre, par peur de devoir changer lui-même. C'est pourquoi la femme sage construit en silence. Elle nourrit ses rêves dans le jardin secret de sa propre âme. Elle ne demande pas la permission. Elle ne cherche pas la validation externe. Elle ne donne pas aux autres l'opportunité de projeter leurs propres limitations sur sa vision. Elle travaille tranquillement, constamment, avec une détermination silencieuse. Et quand le moment est venu, quand le rêve est suffisamment enraciné pour résister aux tempêtes de l'opinion extérieure, alors, et seulement alors, elle le révèle. Mais à ce moment-là, ce n'est plus un rêve fragile, c'est une réalité émergente. Jung a écrit dans son livre rouge quelque chose de profondément significatif. Je dois encore façonner ma propre vérité en secret.
Remarquez qu'il n'a pas dit « découvrir sa vérité en public ». Il a dit « façonner sa vérité en secret ». Le façonnage nécessite du temps, de l'espace, de l'intimité, de la protection. Votre processus créatif, votre processus d'individuation, votre processus de devenir qui vous êtes vraiment censé être, tout cela nécessite un espace sacré et protégé. Quand vous exposez prématurément ce processus au regard des autres, vous interrompez l'alchimie délicate qui se produit dans l'obscurité de votre propre inconscient. Maintenant, je sais ce que certaines d'entre vous pensent. Mais n'est-ce pas de la malhonnêteté? Ne devrais-je pas être ouverte avec mon partenaire? N'est-ce pas de la manipulation de cacher mes plans? Écoutez-moi attentivement. Il y a une différence énorme entre le mensonge et la vie privée. Le mensonge est actif et trompeur. La vie privée est le maintien d'un espace sacré pour votre propre processus intérieur. Vous ne devez pas à qui que ce soit un accès en temps réel à chaque pensée, chaque rêve, chaque aspiration, pendant qu'ils se forment encore dans votre psyché. C'est votre jardin intérieur. Certaines choses doivent pousser dans l'obscurité avant de voir la lumière. Et voici ce qui est fascinant. Jung a observé que les femmes qui protégeaient leurs rêves de cette manière ne créaient pas moins d'intimité dans leurs relations. Elles créaient plus d'intimité authentique. Pourquoi? Parce qu'elles restaient entières. Elles ne devenaient pas dépendantes de la validation externe de leur partenaire. Elles ne se perdaient pas dans la fusion de « nous devons tout partager ». Elles maintenaient leur propre centre, leur propre axe psychologique. Et paradoxalement, cela rendait la relation plus saine, pas moins. Parce que deux personnes entières créent une connexion bien plus profonde et plus durable que deux moitiés essayant de fusionner en une. Pensez-y de cette façon. Quand vous construisez votre rêve en secret et que vous le réalisez, vous apportez quelque chose de complet et de puissant dans la relation. Vous ne venez pas avec une idée fragile, en mendiant du soutien. Vous venez avec une réalisation accomplie en partageant votre victoire. La première position vous rend vulnérable à la projection et au sabotage. La seconde position vous rend magnétique et inspirante. Les gens respectent et admirent ce qui est déjà réel, bien plus que ce qui est encore hypothétique. Et voici la troisième chose, la plus controversée, que Carl Jung nous enseigne qu'une femme doit garder cachée. Votre vérité émotionnelle, complète en temps réel. Tous vos états émotionnels fluctuants, tous vos besoins au moment où ils surgissent, chaque processus intérieur, pendant qu'il se déroule. Maintenant, avant que vous pensiez que je vous encourage à être inauthentique ou à refouler vos émotions, laissez-moi expliquer la psychologie profonde derrière cela, parce que c'est peut-être l'enseignement le plus mal compris et le plus important. Notre culture moderne nous a vendu un mensonge sur les émotions, particulièrement aux femmes. On nous a dit que la santé émotionnelle signifie exprimer immédiatement chaque émotion dès qu'elle surgit. On nous a dit que retenir quoi que ce soit est refoulement et donc malsain. On nous a dit que si nous ressentons quelque chose, nous devons le dire immédiatement, sinon nous ne sommes pas authentiques. Mais Jung comprenait quelque chose de radicalement différent. Il y a une différence énorme entre l'authenticité et l'hémorragie émotionnelle. Il y a une différence entre l'honnêteté et le déversement de chaque état intérieur, fluctuant sur les autres, sans contentement. Jung a développé le concept de ce qu'il appelait
le vase alchimique ou le téménos, un conteneur psychologique dans lequel la transformation peut se produire. Voici le principe clé. Certaines émotions, certains états intérieurs doivent être contenus et transformés à l'intérieur de votre propre psyché avant d'être exprimés à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que les émotions brutes et non transformées ne sont pas votre vérité finale. Ce sont des signaux, des messages de votre inconscient qui nécessitent votre propre interprétation et intégration avant de devenir une communication utile. Permettez-moi de vous montrer la différence avec un exemple. Imaginez Sophia. Sophia ressent une vague de jalousie quand son partenaire mentionne une collègue. L'approche moderne de la transparence émotionnelle complète dirait qu'elle devrait immédiatement dire « Je me sens jalouse. Parle-moi de cette collègue. Est-ce que tu es attiré par elle? Pourquoi tu la mentionnes ?» Elle déverse l'émotion brute directement sur son partenaire, au moment où elle surgit. Maintenant, que se passe-t-il? Son partenaire se sent accusé, défensif. Une dispute éclate. L'émotion originale, qui était peut-être un signal de quelque chose de complètement différent, crée maintenant un conflit réel. Contrastez cela avec Léa, qui a appris le principe jungien du contentement. Léa ressent la même vague de jalousie, mais au lieu de l'exprimer immédiatement, elle la contient. Elle s'assied avec l'émotion. Elle se demande « D'où vient vraiment cette jalousie? Est-ce vraiment à propos de mon partenaire? Ou est-ce que cela déclenche une vieille blessure d'abandon? Est-ce que je projette mes propres insécurités? Ou est-ce que mon intuition capte quelque chose de réel qui nécessite une attention? » Elle fait son propre travail intérieur, avec l'émotion d'abord. Après ce processus, Léa pourrait découvrir que la jalousie était vraiment à propos de sa propre peur d'inadéquation, déclenchée par son propre stress au travail. Et cela n'a rien à voir avec son partenaire. Dans ce cas, elle garde l'émotion pour elle, travaille sur sa propre estime de soi et ne crée pas de conflit inutile. Ou elle pourrait découvrir qu'il y a réellement quelque chose dans le comportement de son partenaire qui viole ses limites, et maintenant, elle peut l'aborder depuis un lieu de clarté et de calme, plutôt que de réactivité émotionnelle brute. Elle peut dire « J'ai remarqué quelque chose qui ne me semble pas juste et j'aimerais en parler. » Voyez-vous la différence? Sophia a déversé. Léa a contenu, transformé, puis communiqué consciemment. Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre et l'individuation émotionnelle. Ce n'est pas du refoulement, c'est de la maturation psychologique. Le refoulement signifie nier que l'émotion existe et la pousser dans l'inconscient où elle crée des complexes. Le contentement signifie reconnaître pleinement l'émotion, y faire face consciemment, la transformer par la compréhension, puis choisir comment, quand et si l'exprimer. Voici ce que notre culture ne comprend pas. Exprimer chaque émotion immédiatement n'est pas de l'authenticité, c'est de l'impulsivité. L'authenticité véritable vient d'une expression consciente, enracinée dans la conscience de soi, pas de la réactivité inconsciente. La femme qui dit chaque émotion au moment où elle la ressent n'est pas plus authentique. Elle est simplement inconsciente de ses propres processus intérieurs. Elle permet à son inconscient de diriger le spectacle, au lieu de développer une relation consciente avec ses propres états émotionnels. Jung a observé quelque chose de fascinant dans sa pratique clinique. Les femmes qui pratiquaient le containment émotionnel n'étaient pas plus réprimées ou malsaines. Elles étaient en fait plus puissantes, plus centrées,
et avaient des relations plus saines. Pourquoi? Parce qu'elles ne rendaient pas les autres responsables de la régulation de leurs émotions. Elles ne créaient pas de chaos émotionnel constant, qui épuise tout le monde autour d'elles. Elles maintenaient ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir les opposés en tension, jusqu'à ce qu'une troisième chose émerge, quelque chose de plus sage que l'émotion brute initiale. Laissez-moi être clair sur ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas devenir une femme froide et déconnectée, qui ne montre jamais d'émotion. Cela ne signifie pas avaler votre vérité ou tolérer des comportements inacceptables en silence. Cela ne signifie pas devenir une robot émotionnelle. Cela signifie devenir une femme consciemment émotionnelle plutôt qu'inconsciemment réactive. Cela signifie développer ce que Jung appelait la fonction sentimentale mature, la capacité de ressentir profondément tout en maintenant une relation consciente avec vos sentiments, plutôt que d'être possédé par eux. Pensez à la différence entre un enfant et un adulte mature face à une émotion difficile. Un enfant ressent de la colère et frappe immédiatement. Un adulte mature ressent de la colère, reconnaît l'émotion, réfléchit à sa source, puis décide consciemment comment répondre de manière à servir ses véritables besoins et valeurs. L'enfant est possédé par l'émotion. L'adulte a l'émotion, mais n'est pas l'émotion. Jung dirait que l'enfant est identifié à l'émotion, tandis que l'adulte maintient la séparation consciente entre le moi observateur et le contenu émotionnel. Voici où cela devient vraiment profond. Jung croyait que le processus d'individuation, de devenir psychologiquement entier, nécessitait de développer ce qu'il appelait la fonction transcendante. C'est la capacité de l'ego conscient de rester en relation avec le contenu inconscient sans en être submergé. Quand vous pratiquez le containment émotionnel, vous développez cette fonction transcendante. Vous apprenez à être en relation avec vos émotions sans être possédé par elles. C'est une compétence psychologique fondamentale qui transforme tout dans votre vie. Et voici ce qui est fascinant dans les relations. Les hommes ne respectent pas les femmes qui déversent émotionnellement constamment. Je sais que cela peut sembler dur, mais Jung l'a observé encore et encore. Pourquoi? Parce qu'au niveau archétypal profond, l'homme recherche ce que Jung appelait l'anima mature, le féminin qui a de la profondeur, du mystère, de la contenance. Quand une femme n'a aucun containment émotionnel, quand elle est constamment dans le drame et la réactivité, elle active dans la psyché masculine non pas le respect et l'admiration, mais soit le besoin de sauvetage qui mène au ressentiment, soit le besoin de fuir qui mène à l'abandon. Contrastez cela avec la femme qui ressent profondément, mais qui contient consciemment. Elle a une qualité de profondeur et de mystère. Elle n'est pas un livre ouvert émotionnel que n'importe qui peut lire à tout moment. Elle a une vie intérieure riche qui ne se déverse pas constamment vers l'extérieur. Les hommes sont fascinés par cela au niveau archétypal, parce que cela active ce que Jung appelait l'anima, l'image du féminin sacré qui est profond, mystérieux, contenant, transformateur. C'est très différent de l'image du féminin comme hystérique, chaotique ou émotionnellement incontrôlable. Maintenant, je veux aborder ce que vous pourriez penser. Mais cela semble à me réprimer pour rendre un homme confortable. Non, c'est absolument pas ce dont je parle. Je ne suggère pas que vous réprimiez vos émotions pour plaire à qui que ce soit.
Je suggère que vous développiez une relation mature avec vos propres émotions pour votre propre pouvoir et bien-être psychologique. C'est radicalement différent. Le containment conscient est un acte de maîtrise de soi, pas d'abandon de soi. C'est vous qui choisissez comment, quand et si exprimer quelque chose, plutôt que d'être contrôlé par chaque vague émotionnelle qui surgit. Jung a dit quelque chose de profond. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Les femmes qui déversent chaque émotion au moment où elles la ressentent sont dirigées par leur inconscient. Elles croient être authentiques, mais en réalité, elles sont possédées par des complexes non examinés, des blessures non guéries, des patterns inconscients. La vraie authenticité vient de la conscience. La vraie authenticité signifie comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, puis choisir consciemment comment répondre d'une manière qui honore à la fois votre vérité et votre sagesse. Permettez-moi de vous donner un cadre pratique pour le containment émotionnel jungien. Quand une émotion forte surgit, surtout dans une situation relationnelle, suivez ce processus. Premièrement, nommez l'émotion pour vous-même. Je ressens de la jalousie, je ressens de la colère, je ressens de la peur. Deuxièmement, résistez à l'impulsion de l'exprimer immédiatement. Créez un espace. Respirez. Conten.